Aujourd'hui. Voilà, donc c'est... On sera en avance demain. C'est le 10e spectacle, ce qui veut dire qu'on est à la moitié. On est à mi-parcours. Voilà. Donc je vais être très brève. Apéro-théâtre tout à l'heure, Poitou-Charentes et Aquitaine. Après le spectacle de 21h, musique avec Gibril Caratini Soto. Pianiste. Et demain, il n'y a pas de spectacle à 14h. Ce qui veut dire que le débat avec les compagnies, le jury et ceux qui le souhaitent aura lieu à 15h30. Si vous en êtes d'accord. Ah oui, oui, c'est bien. Oui. Oh, oui, oui, oui. Ce qui permettra de souffler un petit peu et puis d'aller profiter un petit peu du soleil. Le stage d'escrime, par contre, a toujours lieu demain matin à 10h. Et le repas de midi existe, et puis voilà, vous existez aussi, Festea aussi, donc c'est parfait. Je vais juste rapidement, Stéphane, parce qu'on est, voilà, on est un petit peu en retard, mais bon, on est aussi comme ça, Festea, il avait envie de dire un petit message. Voilà, donc dans la longue période de Festea, en 29 ans, on a eu ce qu'on a appelé un peu nos bébés Festea. Il y en a un qui est né il y a un an, je pense à Manon, je crois que c'est son prénom. Donc la fille d'un technicien d'escale. Et puis il y en a un autre, il est né... Ah oui, voilà, aussi. Et puis il y en a un, il est né il y a 18 ans. Et c'est aujourd'hui son anniversaire. Il est né pendant Festea. Sa maman, la veille, elle était à la billetterie. Le soir, dans la maternité. Et le lendemain, ou le surlendemain, elle est venue nous voir. Voilà. Donc Justin, il est là. Ce soir, et puis on va lui faire un petit cadeau. Bon anniversaire. En plus, Justin, je pense que tu es assez branché dans le théâtre, non? Oui? Un peu, hein? Christine, tu vas nous donner une belle leçon de Festea. Bonjour, donc j'organise donc la sélection pour la haute et la basse Normandie. Alors je ne vais pas vous parler trop longtemps de la sélection, on voit beaucoup de pièces, mais je vous invite à regarder le petit fascicule qu'on fait, le petit programme qu'on fait, donc sur 2 jours. Ça se passe mi-mars, donc je vous incite à venir au Havre, mi-mars, où il y aura lieu donc le 21e anniversaire de Festea en scène, puisqu'on a fêté le 20e cette année. Donc là, vous allez voir la basse Normandie, c'est un spectacle d'une troupe de Cherbourg, et je ne vais pas avoir l'aplomb de vous présenter Ionesco parce que chacun a son idée d'Ionesco. Ça ira. Alors bon spectacle. Merci.
C'est pour la leçon. Oui, madame. Il vous attend. Asseyez-vous un instant, je vais le prévenir. Merci, madame. Monsieur, s'il vous plaît, descendez. Votre madame est arrivée. Merci, je descends. Dans 2 minutes. Bonjour, mademoiselle. C'est vous, c'est bien vous, n'est-ce pas, la nouvelle élève? Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous voyez, je suis venue à l'heure. Je n'ai pas voulu être en retard. C'est bien, mademoiselle, mais il ne fallait pas vous presser. Je ne sais comment m'excuser de vous avoir fait d'attendre. Je finissais justement, n'est-ce pas, de mes excuses. Vous m'excuserez. Oh, il ne faut pas, monsieur. Il n'y a aucun mal, monsieur. Mes excuses. Vous avez eu du mal à trouver la maison? Du tout, pas du tout. Et puis j'ai demandé. Oh, tout le monde vous connaît ici. Il y a 30 ans que j'habite la ville. Vous n'y êtes pas depuis longtemps. Comment la trouvez-vous? Elle ne me déplaît nullement. C'est une jolie ville, agréable. Un joli parc, un pensionnat. De beaux magasins, des rues, des avenues. C'est vrai, mademoiselle. Pourtant, j'aimerais autant vivre autre part, à Paris, ou au moins à Bordeaux. Vous aimez Bordeaux? Je ne sais pas, je ne connais pas, mademoiselle. Alors vous connaissez Paris? Non plus, mademoiselle. Mais si vous me permettez, pourriez-vous me dire, Paris, c'est le chef-lieu de... Paris, c'est le chef-lieu de la France. Mais oui, bravo, mais c'est très bien, c'est parfait. Vous connaissez votre géographie nationale sur le bout des ongles, vos chefs-lieux. Oh, je ne les connais pas tous encore, monsieur. C'est pas si facile que ça, j'ai du mal à les apprendre. Oh, vous verrez, ça viendra. Pardon. Excusez-moi. Doucement, doucement. De la patience. Vous verrez, ça viendra. Il fait beau aujourd'hui. Enfin non, pas tellement. Enfin si, quand même. Enfin, il ne fait pas trop mauvais. Il ne pleut pas. Il ne neige pas non plus. Ce serait bien étonnant, monsieur, car nous sommes en été. J'allais vous le dire, mademoiselle, mais vous apprendrez qu'on peut s'attendre à tout. Évidemment, monsieur. Nous ne pouvons être sûrs de rien, mademoiselle, en ce monde. La neige tombe l'hiver. L'hiver est une des 4 saisons. Les 3 autres sont le printemps Oui, et puis... ça commence comme automobile, mademoiselle. Ah oui, l'automne. Ah, mais c'est très bien, c'est parfait. Je suis convaincu que vous serez une bonne élève. Vous êtes intelligente, vous me paraissez assez instruite, bonne mémoire. Je connais mes saisons, n'est-ce pas, monsieur? Mais oui, mademoiselle, ou presque. Mais vous verrez, ça viendra. De toute façon, c'est déjà bien. Vous finirez par les connaître toutes vos saisons, les yeux fermés, comme moi. C'est difficile. Oh non, il suffit d'un peu de bonne volonté, du courage, mademoiselle. Vous verrez, ça viendra. Et soyez-en sûrs. Je voudrais bien, monsieur. J'ai une telle soif de m'instruire. Mes parents aussi désirent que j'approfondisse mes connaissances. Ils veulent que je me spécialise. Ils pensent qu'une simple culture générale, même si elle est solide, ne suffit plus à notre époque. Vos parents ont parfaitement raison, mademoiselle. Vous devez pousser vos études. Je m'excuse de vous le dire, mais c'est une chose nécessaire. La vie contemporaine est devenue très complexe. Oh, et tellement compliqué. Mes parents sont assez fortunés. J'ai de la chance. Ils pourront m'aider à travailler, à faire des études très supérieures. Et vous voudriez vous présenter Le plus tôt possible, au premier concours de doctorat. C'est dans 3 semaines. Vous avez déjà votre baccalauréat, si vous me permettez de vous poser la question. Oui, monsieur, j'ai mon bachelier en sciences et mon bachelier en lettres. Oh, mais c'est très bien, vous êtes très avancé dans vos études. Et quelle
Sciences matérielles ou philosophie normale? Les parents voudraient bien, si vous pensez que cela est possible en si peu de temps, ils voudraient bien que je passe le doctorat total. Le doctorat total? Oh, vous avez beaucoup de courage, mademoiselle. Permettez-moi de vous féliciter. Ah, ce sera vraiment très bien. Bon, alors, si vous voulez me permettre, je vous dirais que nous devons nous mettre au travail. Nous n'avons guère de temps à perdre. Mais au contraire, monsieur, je veux bien. Et même, je vous en prie. Puis-je vous demander de vous asseoir là? Voulez-vous me permettre, mademoiselle, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, de m'asseoir en face de vous? Oh, mais oui, monsieur. Je vous en prie, monsieur. Merci bien. Voilà. Bon. Vous avez vos livres, vos cahiers? Oh, oui, monsieur, bien sûr. Oui, j'ai là tout ce qu'il faut. Parfait, c'est parfait. Bon, alors, si vous voulez bien, pouvons-nous commencer? Mais oui, monsieur, je suis à votre disposition. À ma disposition, mais c'est moi qui suis à votre disposition, mademoiselle. Je ne suis que votre serviteur. Oh, monsieur. Bon, alors, si vous voulez bien, pouvons-nous commencer? Mais oui, monsieur. Alors, je commencerai par un rapide tour d'horizon de vos connaissances passées et présentes, afin de mieux dégager la voie future. Bon. Où en est votre connaissance de la pluralité? Elle est assez vague, confuse. Bon, nous allons voir ça. Voulez-vous, mademoiselle, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, voulez-vous que nous fassions un peu d'arithmétique? Oh oui, très volontiers, monsieur, je ne demande que ça. C'est une science assez nouvelle, une science moderne. À proprement parler, c'est plutôt une méthode qu'une science. C'est aussi une thérapeutique. Marie, est-ce que vous avez fini? Oui, monsieur, j'ai trouvé l'assiette. Je m'en vais. Vous allez à votre cuisine. Oui, monsieur, j'y vais. Excusez-moi, monsieur. Faites attention. Je vous recommande le calme. Vous êtes ridicule, voyons, Marie. Ne vous inquiétez pas. On dit toujours ça. Je n'admets pas vos insinuations. Je sais parfaitement comment me conduire. Je suis assez vieux pour cela. Justement, monsieur, vous feriez mieux de ne pas commencer par l'arithmétique avec mademoiselle. L'arithmétique, ça fatigue, ça énerve. Oh, plus à mon âge. Et puis de quoi vous mêlez-vous? C'est mon affaire et je la connais. Votre place n'est pas ici. C'est bien, monsieur. Vous ne direz pas que je ne vous ai pas averti. Je n'ai que faire de vos conseils, Marie. C'est comme monsieur veut. Excusez-moi pour cette sotte interruption. Excusez cette femme. Elle a toujours peur que je me fatigue. Elle craint pour ma santé. Oh, c'est tout excusé, monsieur. Et puis cela prouve qu'elle vous est dévouée. Elle vous aime bien. C'est rare, les domestiques. Elle exagère. Sa peur est stupide. Bon. Revenons à nos moutons arithmétiques. Je vous suis, monsieur. Tout en restant assise. Comme vous, monsieur. Bon, arithmétisons donc un peu. Oui, très volontiers. Est-ce que cela vous ennuierait de me dire Du tout, monsieur, allez-y. combien font 1 et 1? 1 et 1 font 2. Oh, mais c'est très bien. Vous êtes très avancé dans vos études. Vous ferez facilement votre doctorat total. Oh, je suis bien contente, d'autant plus que c'est vous qui le dites. Poussons plus loin. Combien font 2 et 1? 3 et 1. 4 et 1. 5 et 1. 6 et 1. 7 et 1. 7 et 1. 8 bis. Très bonne réponse. 7 et 1. 8 terres. Parfait, excellent. 7 et 1. 8 quater et parfois 9. Magnifique. Vous êtes magnifique.
Vous êtes exquise. Pour l'addition, ce n'est pas la peine de continuer. Vous êtes magistrale. Voyons la soustraction. Dites-moi seulement, si vous n'êtes pas épuisé, combien font 4 moins 3? 4 moins 3. 4 moins 3. Oui, je veux dire enlever 3 de 4. Ça fait 7. Ah, je m'excuse d'être obligé de vous contredire, mademoiselle. 4 moins 3 ne font pas 7. Vous confondez. 4 plus 3 font 7. 4 moins 3 ne font pas 7. Il ne s'agit plus d'additionner, il faut soustraire maintenant. Oui, oui. 4 moins 3 font combien? Combien? 4. Ah non, ce n'est pas ça. 3 alors? Non plus, mademoiselle. Pardon de vous le dire, mais ça ne fait pas ça. Mes excuses. 4 moins 3. 4 moins 3. 4 moins 3, ça ne fait tout de même pas 10. Certainement pas, mademoiselle. Mais il ne s'agit pas de deviner. Il faut raisonner. Tâchons de le déduire ensemble. Voulez-vous compter? Oui, monsieur. 1, 2, et... Vous savez bien compter. Jusqu'à combien savez-vous compter? J'ai pu compter à l'infini. Cela n'est pas possible, mademoiselle. Alors mettons jusqu'à 16. Cela suffit. Il faut savoir se limiter. Comptez donc, s'il vous plaît. Je vous en prie. 1, 2, et puis après 2, il y a 3, 4. Arrêtez-vous, mademoiselle. Quel nombre est le plus grand? 3 ou 4? 3 ou 4. Quel est le plus grand de 3 ou de 4? Dans quel sens le plus grand? Il y a des nombres plus petits et des nombres plus grands. Et dans les nombres plus grands, il y a plus d'unités que dans les petits. Que dans les petits? À moins que les plus petits aient des unités plus petites. Si elles sont toutes petites, il se peut qu'il y ait plus d'unités dans les petits nombres que dans les grands, s'il s'agit d'autres unités. Dans ce cas, les petits nombres peuvent être plus grands que les grands nombres? Laissons cela. Cela nous amènerait trop loin. Sachez seulement qu'il n'y a pas que des nombres. Il y a aussi des grandeurs, il y a des sommes, il y a des groupes, il y a des tas de choses comme les pommes, les pépins, les oies, les wagons, etc. Supposons seulement, pour faciliter notre travail, que nous n'avons que des nombres égaux. Les plus grands seront ceux qui auront le plus d'unités égales. Celui qui en aura le plus sera le plus grand. Ah, mais je comprends, monsieur. Vous identifiez la qualité à la quantité. Ah, cela est trop théorique, mademoiselle, beaucoup trop théorique. Vous n'avez pas à vous inquiéter de cela. Prenons notre exemple et raisonnons sur ce cas très précis. Nous avons donc le nombre 3 et le nombre 4, avec chacun un nombre toujours égal d'unités. Quel nombre sera le plus grand? Le nombre plus petit ou le nombre plus grand? Excusez-moi, monsieur, mais qu'entendez-vous par le nombre le plus grand? Est-ce celui qui est moins petit que l'autre? C'est cela, mademoiselle, vous n'avez pas tout compris. Alors c'est 4. Qu'est-ce qu'il est, le 4? Plus petit ou plus grand? Plus grand? Plus petit. Oh non. Plus grand. Excellente réponse. Combien d'unités y a-t-il entre 3 et 4, ou entre 4 et 3, si vous aimez mieux? Ben, il n'y a pas d'unité, monsieur, entre 3 et 4, puisque 4 vient tout de suite après 3. Il n'y a rien du tout entre 3 et 4. Je n'ai pas été, assez clair. C'est sans doute ma faute. Non, monsieur. La faute est mienne. Tenez, voici 3 allumettes. J'en ajoute une 4e. Vous voyez, il y en a maintenant 4 sur la table. J'en enlève une. Combien vous en reste-t-il? 5, si 3 et 1 font 4, 4 et 1 font 5. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout.
vous avez toujours tendance à additionner. Mais il faut aussi soustraire. Il ne faut pas seulement intégrer, il faut aussi désintégrer. C'est ça la vie, c'est ça la science, c'est ça la philosophie, le progrès, la civilisation. Oui, monsieur. Revenons à nos allumettes. Vous voyez, il y en a bien 4 sur la table. J'en enlève une. Combien vous en reste-t-il? Je ne sais pas, monsieur. Voyons, réfléchissez. Ce n'est pas facile, je veux bien l'admettre. Mais vous êtes tout de même suffisamment cultivé pour pouvoir faire l'effort intellectuel demandé et parvenir à comprendre. Alors, Je n'y arrive pas, monsieur. Je ne sais pas, monsieur. prenons des exemples plus simples. Si vous aviez eu 2 nez, et je vous en aurais arraché un, combien vous en resterait-il? Aucun. Comment? C'est justement parce que vous m'en avez arraché aucun que j'en ai un maintenant. Si vous l'aviez arraché, je ne l'aurais plus. Vous n'avez pas compris mon exemple? Supposons que vous n'avez qu'une seule oreille. Ah oui, après. Je vous en ajoute une. Combien en auriez-vous? 2. Bon, je vous en ajoute encore une. Combien en auriez-vous? 3 oreilles. Bon, je vous en enlève une. Combien vous en reste-t-il? 2. Bon, je vous en enlève encore une. Combien vous en reste-t-il? 2. Non. Vous en avez 2. Je vous en prends une. Je vous en mange une. Combien vous en reste-t-il? 2. Je vous en mange une. Une. Non, c'est pas ça. L'exemple n'est pas convaincant. Écoutez-moi. Oui, monsieur. Vous avez 10 doigts. Si vous voulez, bon, parfait. Vous avez donc 10 doigts. Oui, monsieur. Combien en auriez-vous si vous en aviez 5? Si, monsieur. Non, ce n'est... Je vous ai dit que vous en aviez 5. Je n'en ai pas 5, j'en ai 6. Procédons autrement. Limitons-nous pour la soustraction au nombre de 1 à 5. Vous allez voir, je vais vous faire comprendre. Ce sont des bâtons. Des bâtons, mademoiselle. 1 bâton, 2 bâtons, 3 bâtons, 4 bâtons, 5 bâtons. Ce sont des nombres. Quand on compte des bâtons, chaque bâton est une unité, mademoiselle. Qu'est-ce que je viens de dire? Une unité, mademoiselle. Qu'est-ce que je viens de dire? Ou des chiffres, ou des nombres. Ce sont des éléments de la numération, mademoiselle. Oui, monsieur. Des éléments, des chiffres qui sont des bâtons, des unités et des nombres. À la fois. C'est-à-dire, en définitive, toute l'arithmétique elle-même est là. Oui, monsieur. Bien, monsieur. Merci, monsieur. Alors comptez en vous servant de ces éléments. Additionnez et puis soustrayez. Les bâtons sont bien des chiffres et les nombres des unités. Si l'on peut dire. Et alors? On peut soustraire 2 unités de 3 unités, mais peut-on soustraire de 2 de 3, 3, 2 chiffres de 4 nombres et 3 nombres d'une unité? Non, mademoiselle. Pourquoi, monsieur? Parce que, mademoiselle. Parce que quoi, monsieur? Puisque les uns sont bien les autres. Et il en est ainsi, ça ne s'explique pas.
Ça se comprend par un raisonnement mathématique intérieur, on l'a ou on l'a pas. Tant pis. Écoutez-moi, mademoiselle, si vous n'arrivez pas à comprendre profondément ces éléments, ces archétypes arithmétiques, jamais vous ne pourrez faire correctement un travail de polytechnicienne. Encore moins pourra-t-on vous confier un cours à l'école polytechnique ou à la maternelle supérieure. C'est évidemment difficile, c'est très très abstrait, j'en suis d'accord. Mais comment pourriez-vous arriver à calculer mentalement sans avoir acquis ces éléments premiers? Comment pourriez-vous calculer mentalement, et ceci à la moindre des choses pour un ingénieur moyen, calculer mentalement combien font par exemple 3 milliards 755 millions 998 251? Ça fait 19 quadrillions 390 quadrillions 2 trillions 844 milliards 219 millions 164 508. Non, je ne crois pas. Ça doit faire 19 quintillions, 390 quadrillions, 2 trillions, 844 milliards, 219 millions, 164 509. Non, 508. Oui, vous avez raison. Le produit est bien quintillion, quadrillion, trillion, milliard, million, 164 508. Mais comment le savez-vous si vous ne connaissez pas les principes du raisonnement arithmétique? C'est simple. Ne pouvant me fier à mon raisonnement, j'ai appris par cœur tous les résultats possibles de toutes les multiplications possibles. C'est assez fort. Mais permettez-moi de vous avouer que je ne suis pas satisfait. Et je ne vous féliciterai pas. En mathématiques et en arithmétique tout particulièrement, ce qui compte, car en arithmétique il faut toujours compter, ce qui compte c'est surtout de comprendre. C'est par un raisonnement mathématique à la fois inductif et déductif que vous auriez dû parvenir à ce résultat ainsi qu'à tout autre résultat. Les mathématiques sont les ennemis acharnés de la mémoire, excellente par ailleurs, mais néfaste arithmétiquement parlant. Je ne suis donc pas content. Ça ne va pas, mais pas du tout. Non, monsieur. Laissons cela pour le moment. Passons à un autre genre d'exercice. Oh oui, monsieur. Monsieur! C'est dommage, mademoiselle, que vous soyez si peu avancée en mathématiques spéciales. Monsieur! Je crains que vous ne puissiez vous présenter au concours du doctorat total. Oh oui, monsieur, dommage. Au moins, si vous... C'est moi, Marie, laissez-moi, de quoi vous mêlez-vous. Allez, à votre cuisine, à votre vaisselle, s'il vous plaît. Nous tâcherons de vous préparer au moins pour le doctorat partiel. Mais lâchez-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Je dois vous enseigner, si vous tenez vraiment à vous présenter au doctorat partiel, Oh oui, monsieur. les principes de la linguistique et de la philologie comparée. Non, monsieur, non, il ne faut pas. Oui, vous exagérez. Monsieur, surtout pas la philologie ni l'empire. Pire, en voilà l'histoire. C'est trop fort, sortez. Bien, monsieur, bien. Mais vous ne direz pas que je ne vous ai pas averti. La philologie mène l'empire. Je suis majeur, Marie. Ah oui, monsieur. C'est comme vous voudrez. Continuons, mademoiselle. Oui, monsieur. Je vais vous prier d'écouter attentivement mon cours, tout préparé, Ah oui, monsieur. grâce auquel vous pouvez, en 15 minutes, acquérir les principes fondamentaux de la philologie linguistique et comparée des langues néo-espagnoles. Oh oui, monsieur. Silence! Que veut dire cela? Pardon, monsieur. Silence! Ainsi donc, mademoiselle, l'espagnol est bien la langue mère, où sont nées toutes les langues néo-espagnoles,
dont l'espagnol, le latin, l'italien, notre français, le portugais, le roumain, le sarde ou sardanapale, l'espagnol et le néo-espagnol, et aussi, pour certains de ces aspects, le turc, lui-même plus rapproché cependant du grec, ce qui est tout à fait logique étant donné que la Turquie est voisine de la Grèce et que la Grèce est plus proche de la Turquie que vous et moi. Ceci est encore un principe fondamental et qui veut que la géométrie et la physique soient des sœurs jumelles. Ça a l'air de vous intéresser. Bon, enfin, continuons. Bon. Ce qui distingue les langues néo-espagnoles entre elles et leurs idiomes des autres groupes linguistiques, tels que le groupe des langues espérantistes, helvétiques, monégasques, suisses, andoriens, basques, wolotes, aussi bien encore que les groupes des langues diplomatiques et techniques, ce qui les distingue, dis-je, c'est leur ressemblance frappante, qui fait qu'on a toutes les peines du monde à les distinguer l'une de l'autre. Je parle des langues néo-espagnoles, que l'on arrive à distinguer cependant grâce à leur ressemblance extraordinaire, qui rend incontestable leur communauté d'origine et qui, en même temps, les différencie profondément par le maintien des signes distinctifs dont je viens de vous parler. Oh oui, monsieur! Mais ne nous attardons pas dans les généralités. Oh, monsieur! Ça a l'air de vous intéresser. Tant mieux, tant mieux. Oh oui, monsieur! Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Nous y reviendrons plus tard. À moins que ce ne soit pas du tout. Ah oui, monsieur? Toute langue, mademoiselle. Sachez-le, souvenez-vous-en, jusqu'à l'heure de votre mort. Ah oui, monsieur! Jusqu'à l'heure de ma mort! Oh oui, monsieur! Toute langue n'est en somme qu'un langage, ce qui implique nécessairement qu'elle est constituée de sons ou... Phonème? Mais j'allais vous le dire, n'étalez donc pas ainsi votre savoir. Écoutez. Oh, monsieur, oui, monsieur. Les sons, mademoiselle, doivent être tirés du ciel par les ailes, pour qu'ils ne tombent pas dans les oreilles des sourds. Par conséquent, lorsque vous décidez d'articuler, il est recommandé, dans la mesure du possible, de lever très haut le cou et le menton, de vous élever sur la pointe des pieds, tenez ainsi, vous voyez? Oui, monsieur. Taisez-vous, n'interrompez pas, et d'émettre les sons très haut, de toute la force de vos poumons, associés à celle de vos cordes vocales, comme ceci, tenez, papillon, Eureka, Trafalgar, papy, papa. De cette façon, les sons, remplis d'un air chaud, plus léger que l'air environnant, voltigeront, sans plus risquer de tomber dans les oreilles des sourds, qui sont les véritables gouffres, les tombeaux des sonorités. Si vous émettez plusieurs sons à une vitesse accélérée, ceux-ci s'agripperont les uns aux autres automatiquement, constituant ainsi des syllabes, des mots, à la rigueur des phrases, c'est-à-dire des ensembles plus ou moins importants, des assemblages purement irrationnels de sons, dénués de tout sens, mais justement capables pour cela de se maintenir à une altitude élevée dans les airs. Seuls tombent les mots chargés de signification, alourdis par leur sens, qui finissent toujours par succomber, s'écrouler. Dans les oreilles des sourds. C'est ça, mais n'interrompez pas. Et dans la pire confusion, ou par crever comme des ballons. Ainsi donc, mademoiselle, mais qu'avez-vous donc? J'ai mal aux dents, monsieur. Ah mais ça n'a aucune importance, on ne va pas s'arrêter pour si peu de choses.
Continuons. Oui, monsieur. J'attire au passage votre attention sur les consonnes qui changent de nature en liaison. Les F deviennent en ce cas des V, les DE des TE, les QUE des QUE, et vice-versa, comme dans les exemples que je vous signale. 3 heures, les enfants, le coq au vent, l'âge nouveau, voici la nuit. J'ai mal aux dents. Continuons. Oui. Résumons. Pour apprendre à prononcer, il faut des années et des années. Grâce à la science, nous pouvons y arriver en quelques minutes. Pour faire sortir les sons, les mots et tout ce que vous voudrez, sachez qu'il faut chasser impitoyablement l'air des poumons. Ensuite, le faire passer délicatement en les effleurant sur les cordes vocales qui, soudain, comme des harpes ou comme des feuillages sous le vent, s'agitent, frémissent, vibrent, ou grasseillent, ou chuintent, s'agitent, sifflent, mettant tout en mouvement, luette, langue, palais, dents, J'ai mal aux dents. lèvres. Finalement, les mots sortent par les oreilles, le nez, la bouche, les pores, entraînant avec eux tous les organes que nous avons nommés, déracinés, en un envol puissant et majestueux, qui n'est autre que ce qu'on appelle improprement la voix, se modulant en un chant ou se transformant en un terrible orage symphonique avec tout un cortège, des gerbes de fleurs les plus variées, des artifices sonores, dentales, palatales, occlusives ou autres, tantôt caressantes, tantôt amères ou violentes. Oui, monsieur, j'ai mal aux dents. Continuons. Quant aux langues néo-espagnoles, elles sont des parentes si rapprochées les unes des autres qu'on peut les considérer comme de véritables cousines germaines. Elles ont d'ailleurs la même mère, l'espagnol avec un E muet. C'est pourquoi il est si difficile de les distinguer les unes des autres. C'est pourquoi il est si important de bien prononcer, d'éviter les erreurs de prononciation. La prononciation à elle seule vaut tout un langage. Une erreur de prononciation peut vous jouer des tours. Ainsi, pour vous donner, entre parenthèses, pour vous faire part d'un souvenir personnel, je vais vous raconter. J'étais tout jeune, presque encore un enfant. Je faisais mon service militaire. J'avais au régiment un camarade vicomte qui avait un défaut de prononciation assez grave. Il ne pouvait pas prononcer la lettre F. Il disait F au lieu de F. Ainsi, au lieu de Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, il prononçait Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Il prononçait fille au lieu de fille. Firmin au lieu de Firmin, Fayot au lieu de Fayot, fichez-moi la paix au lieu de fichez-moi la paix, Philippe au lieu de Philippe, Fifi, Fonfon, Fafa au lieu de Fifi, Fonfon, Fafa, février au lieu de février, mars-avril au lieu de mars-avril, Gérard de Nerval, et non pas comme c'est correct, Gérard de Nerval, Marivaux au lieu de Marivaux, etc., et ainsi de suite, etc., au lieu de ainsi de suite, etc., et ainsi de suite, etc., Seulement, il avait la chance de pouvoir si bien cacher son défaut, grâce à des chapeaux, qu'on ne s'en apercevait pas. Oui, j'ai mal aux dents. Continuons. Précisons d'abord les ressemblances, afin de mieux saisir par la suite ce qui différencie ces langues entre elles. Les différences ne sont guère saisissables aux personnes non averties. Ainsi donc, mademoiselle, tous les mots de toutes ces langues... Ah oui, j'ai mal aux dents. Continuons.
sont toujours les mêmes, ainsi que toutes les désinences, tous les préfixes, tous les suffixes, toutes les racines. Les racines des mots sont-elles carrées? Carré ou cubique, c'est selon. J'ai mal au dos. Continuons, continuons. Ainsi, pour vous donner un exemple qui n'est guère qu'une illustration, prenez le mot front. Avec quoi le prendre? Avec ce que vous voudrez, pourvu que vous le preniez. Mais surtout, n'interrompez pas. J'ai mal au dos. Continuons. Je vous dis, continuons. Prenez donc le mot français, front. L'avez-vous pris? Oui, ça y est. Oh, mes dents. Le mot front est racine dans frontispice. Il l'est aussi dans effronté. Ispice est suffixe, F préfixe. On les appelle ainsi parce qu'ils ne changent pas, ils ne veulent pas. Continuons, vite. Ces préfixes sont d'origine espagnole. J'espère que vous vous en êtes aperçus. Est-ce que j'ai mal au dos? Continuons. Vous avez également pu remarquer que ces mots n'avaient pas changé en français. Eh bien, mademoiselle, rien non plus ne réussit à les faire changer, ni en latin, ni en italien, ni en roumain, ni en sardanapale ou en sardanapali, ni en espagnol, ni en néo-espagnol, ni même en oriental. Front, frontispice, effronté, toujours le même mot, invariablement, avec même racine, même suffixe, même préfixe, et c'est la même chose, tous les mots. Dans toutes les langues, ces mots veulent dire la même chose. Est-ce que j'ai mal au dos? Absolument. Comment pourrait-il en être autrement? De toute façon, vous avez toujours la même racine, le même préfixe, le même suffixe, non seulement pour ce mot, mais pour tous les mots concevables, et dans toutes les langues. Car une même notion s'exprime forcément par un seul et même mot, et c'est synonyme dans tous les pays. Laissez donc vos dents. J'ai mal au dos. Oui, et oui. Continuons. Je vous dis, continuons. Comment dites-vous, par exemple, en français? Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. Mal au dos. Continuons, dites quand même. En français. En français. Que je dise en français. Les roses de ma grand-mère sont... aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. Et puis on dirait en français, je crois. Les roses de ma... Comment dit-on grand-mère en français? En français? Grand-mère. Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes en français, ça se dit jaune. Mais oui, évidemment. Sont aussi jaunes que mon grand-père quand il se mettait en colère. Donc, qui était Asiatique, j'ai mal au dos. C'est ça. J'ai mal. Autant, tant pis, continuons. Traduisez-moi maintenant cette même phrase en espagnol, puis en néo-espagnol. En espagnol, ce sera... Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. Ah, c'est faux. Et en néo-espagnol, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. C'est faux, c'est faux. C'est faux. Vous avez fait l'inverse. Vous avez fait l'espagnol et le néo-espagnol, l'espagnol. Ah non, c'est le contraire. J'ai mal aux dents et vous vous embrouillez. C'est vous qui m'embrouillez. Soyez attentive et prenez note. J'ai mal. Aux dents. Continuons. En espagnol, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. En latin, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. Saisissez-vous la différence? Traduisez-moi cela en roumain. Comment dit-on rose en roumain? Mais rose, évidemment. Ce n'est pas rose. Mais non. Parce que j'ai mal aux dents. Mais non. Rose est le mot oriental pour traduire le mot français rose. En espagnol, rose. Vous saisissez? En sardanapali, rose. Excusez-moi, monsieur, mais est-ce que j'ai mal aux dents et je ne saisis pas la différence. C'est pourtant bien simple, à condition d'avoir une certaine expérience et une certaine pratique de ces langues diverses.
si diverses, malgré qu'elles ne présentent que des caractères identiques. Bon, je vais tâcher de vous donner une clé. Le temps. Ce qui différencie ces langues, ce ne sont ni les mots, qui sont toujours les mêmes, ni la structure de la langue, qui est toujours pareille, ni l'intonation, qui ne présente pas de différence, ni le rythme du langage. Ce qui les différencie... M'écoutez-vous? J'ai mal au temps. M'écoutez-vous, mademoiselle? Ah, nous allons nous fâcher. Vous m'embêtez, monsieur, j'ai mal au temps. Non, d'un Kenny Chabard, écoutez-moi. Bien oui, allez-y. Ce qui les différencie les unes des autres, d'une part, et de leur mère, l'espagnol, avec un E muet, c'est... C'est quoi? Ah, c'est quelque chose d'ineffable. Mais un ineffable qu'on ne peut percevoir qu'après un très long temps, avec beaucoup de peine, et au terme d'une très longue expérience. Oui, mademoiselle, on ne peut vous donner aucune règle. Il faut avoir du flair, et puis c'est tout. Et pour en avoir, il faut étudier, et encore étudier, et encore étudier. J'ai mal au temps. Il y a bien tout de même quelques cas particuliers où les mots sont différents d'une langue à l'autre. Mais nous ne pouvons fonder notre savoir sur ces cas particuliers, car ils sont en fait exceptionnels. Ah oui, oh monsieur, j'ai mal au temps. Ne m'interrompez pas. Ne me mettez pas en colère ou je ne répondrai plus de moi. Je disais donc, ah oui, des cas exceptionnels, dits de distinction facile ou de distinction aisée, ou commode si vous aimez mieux. Je répète, si vous aimez, car je constate que vous ne m'écoutez plus. J'ai mal au temps. Je dis donc, dans certaines expressions d'usage courant, certains mots diffèrent totalement d'une langue à l'autre, si bien que la langue employée est, dans ces cas-là, sensiblement plus facile à identifier. Je vous donne un exemple. L'expression néo-espagnole célèbre à Madrid, « Ma patrie est la néo-Espagne », devient en italien « Ma patrie est... » La néo-Espagne. Mais non. Ma patrie est l'Italie. Dites-moi alors, par une déduction toute simple, comment dit-on Italie en français? J'ai mal aux dents. C'est pourtant bien simple. Pour Italie, nous avons en français le mot France, qui en a la traduction exacte. Ma patrie est la France. Et France en oriental, Orient. Ma patrie est l'Orient. Et Orient en portugais, Portugal. L'expression orientale, ma patrie est l'Orient, se traduit donc ainsi exactement en portugais, ma patrie est le Portugal. Et ainsi de suite. Ça va. J'ai mal. Oh, dents. Je vais vous les arracher, moi. Encore un autre exemple. Le mot capital, la capitale, revêt un sens différent selon la langue employée. C'est-à-dire que si un Espagnol dit « j'habite la capitale », le mot « capitale » ne voudra pas dire du tout la même chose que ce qu'entend un Portugais quand il dit lui aussi « j'habite la capitale ». À plus forte raison si c'est un Italien, un Roumain, un Latin, un Espagnol, un néo-espagnol. Dès que vous entendez dire « Mademoiselle, je dis ça pour vous, merde alors !» Dès que vous entendez dire, mademoiselle, j'habite la capitale, vous saurez immédiatement et facilement si c'est de l'espagnol, du latin, de l'italien, du roumain, du sardanapale ou du sardanapali, de l'oriental, je ne sais quoi. Mais il suffira pour que vous identifiez la langue que vous
Sachiez à quelle métropole pense celui qui prononce la phrase au moment précis où il la prononce. Mais ce sont à peu près les seuls exemples précis que je puisse vous donner. Ah là là, j'ai mal aux dents. Silence ou je vous fracasse le crâne. Essayez donc, crâneur. Ah. Tenez-vous tranquille, plus un mot. J'ai mal aux dents. Eh, la chose la plus, comment dirais-je, la plus paradoxale, c'est que des tas de gens qui n'ont aucune instruction parlent ces différentes langues. Vous me comprenez? Qu'est-ce que j'ai dit? Pas ces différentes langues, qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez eu de la chance. Des tas de gens parlent l'espagnol farci de mots néo-espagnols qu'ils ne décèlent pas, tout en croyant parler le latin. Ou bien ils parlent le latin farci de mots roumains, tout en croyant parler le sardanapalais. Ou ils parlent l'espagnol farci de mots néo-espagnols, tout en croyant parler l'oriental. Qu'est-ce que vous comprenez? Oui, oui, oui et oui. Que voulez-vous de plus? Pas d'insolence, mignonne. Ou gare à toi! Mais le comble, mademoiselle, c'est que certains, en un latin qu'ils supposent espagnol, disent « je souffre de mes deux fois à la fois » en s'adressant à un Français qui ne sait pas un mot d'espagnol. Mais le Français le comprendra parfaitement, comme si c'était sa propre langue. D'ailleurs, il croit que c'est sa propre langue. Et le Français répondra en français. Moi aussi, monsieur, je souffre de mes deux fois, se faisant parfaitement comprendre de l'espagnol, qui sera convaincu que c'est en pur espagnol qu'on lui a répondu et qu'on parle espagnol. Quand en réalité, ce n'est ni du français ni de l'espagnol, mais du latin à la néo-espagnole. Tenez-vous tranquille, ne tapez plus des pieds, ne remuez plus des jambes. J'ai mal aux dents. Ah! Comment se fait-il que, parlant sans savoir quelle langue ils parlent, ou même croyant en parler chacun une autre, comment se fait-il que les gens du peuple se comprennent entre eux? Je me le demande. C'est une des curiosités inexplicables de l'empirisme grossier du peuple, à ne pas confondre avec l'expérience, un paradoxe, un non-sens. C'est, pour le dire en un mot, oui, c'est cela, oui, c'est l'instinct qui joue ici. Au lieu de regarder voler les mouches, tandis que je me donne tout ce mal, vous feriez mieux de tâcher d'être plus attentive. Ce n'est pas moi qui me présente au concours du doctorat partiel. Je l'ai passé il y a longtemps, moi. Ainsi que mon doctorat total et mon diplôme supratotal. Vous ne comprenez donc pas que je veux votre bien? Aux dents. Oh, mal élevé! Oh, mais ça n'ira pas comme ça! Pas comme ça, pas comme ça! Je vous écoute. Pour apprendre à bien différencier ces langues, je vous ai dit qu'il n'y a rien de mieux que la pratique. Procédons par ordre. Je vais tâcher de vous apprendre toutes les traductions du mot couteau. Après tout, si vous voulez. Marie, ma petite Marie, venez vite. Venez, Marie, venez vite. Elle ne vient pas. Qu'est-ce que ça veut dire, Marie? Vous venir quand je vous demande de venir. Pourquoi ne venez-vous pas? C'est moi qui commande, vous comprenez? Elle ne comprend rien, celle-là. Elle ne comprend pas. Ne vous mettez pas dans cet état, monsieur. Car à la fin,
Ça vous mènera loin. Ça vous mènera loin, tout Oh, ça. je saurais m'arrêter à temps. On le dit toujours, je voudrais bien voir ça. J'ai mal aux dents. Vous voyez, ça commence. C'est le symptôme. Et quels symptômes? Expliquez-vous. Que voulez-vous dire? Oui, que voulez-vous dire? J'ai mal aux dents. Le symptôme final, le grand symptôme. Oh, sottise, sottise, sottise. Non, non, ne partez pas. Je voulais vous demander de m'apporter le couteau espagnol, Léo espagnol. Ne comptez pas sur moi. En voilà un, mademoiselle. Voilà un couteau. C'est dommage qu'il n'y ait que celui-là, mais nous tâcherons de nous en servir pour toutes les langues. Il suffira que vous prononciez le mot couteau dans toutes les langues, en regardant l'objet fixement, de très près, et en vous disant qu'il est de la langue que vous dites. J'ai mal aux dents. Alors dites cou, comme cou, tôt, comme tôt. C'est du quoi ça? Du français, de l'italien, de l'espagnol? Ça n'a plus d'importance. Ça ne vous regarde pas. Dites cou, tôt. Encore. Regardez. Oh, et puis zut alors, j'en ai assez. J'ai mal aux dents, j'ai mal aux pieds, j'ai mal partout. Couteau! Regardez! Oh non! Couteau! Et Regardez! puis j'ai mal aux oreilles, j'avais une voix. Ah, il fait Je vais les arracher, moi, les oreilles, comme ça, elles ne te feront plus mal, ma mignonne! Ah, c'est vous qui me faites mal. Couteau! Regardez! Couteau! Couteau! Oh, mes seins. Oh, mon ventre. Mes hanches. Ah, mes seins. Mon ventre. Prononcez bien! To. Vous prononcez bien maintenant! Mes seins, mes cuisses, mes hanches. Attention! Le couteau tue! Ah oui, oui, le couteau. Tu? La salope! Bien fait. Je suis fatigué. J'ai du mal à respirer. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais devenir? C'est terrible. Mademoiselle, la leçon est finie. Vous pouvez partir. Vous verrez une autre fois. Elle est morte. Elle est morte. C'est avec mon couteau. Marie, venez, ma petite Marie, venez vite. Non, non, je me suis trompé, ne venez pas. Non, 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 ne venez pas. Alors, vous êtes content de votre haleine? Elle a bien profité de votre leçon. Oui, la leçon est finie, mais elle reste là. Elle ne veut pas partir. On est fan. Ce n'est pas moi, ma petite Marie, ce n'est pas moi. Mais qui donc alors, moi? C'est possible, je ne sais pas. Le chat? C'est possible, pourquoi pas. C'est la 40e fois aujourd'hui. Et tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours. Vous n'avez pas honte à votre âge? Mais vous allez vous rendre malade? Il ne vous restera plus d'élèves, et ça sera bien fait. Mais ce n'est pas ma faute, c'était une mauvaise élève. Elle ne voulait pas apprendre, elle était désobéissante. Menteur. C'était une mauvaise élève. Menteur. Ça ne vous regarde pas. Pardon.
Petit assassin, salaud, petit dégoûtant. Vous vouliez me faire ça à moi. Je ne suis pas une mauvaise élève, moi. Remettez ce couteau à sa place. Allez. Vous avez pourtant bien averti. Tout à l'heure encore, l'arithmétique mène à la philologie. Et la philologie mène au crime. Vous aviez dit au pire. C'est pareil. Mais j'avais mal compris. Je croyais que Pire c'était une ville et que vous vouliez dire que la philologie menait à la ville de Pire. Menteur, Bernard. Un savant comme vous ne se meprend pas sur le sens des mots. Faut pas me la faire. Je n'ai pas fait exprès de la tuer. Je vous jure, ma petite Marie. Au moins vous le regrettez. Vous me faites piquer, tenez. Vous êtes un brave garçon quand même. On va tâcher d'arranger ça. Mais ne recommencez pas. Ça peut vous donner une maladie de cœur. Merci bien, Marie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'enterrer. En même temps que les 39 autres. Ça va faire 40 cercueils. On va appeler les pompes funèbres. Et mon amoureux, le curé Auguste. On va commander des couronnes. Oui, merci bien, Marie. Au fait, ce n'est pas la peine d'appeler Auguste, puisque vous êtes vous-même un peu curé à vos heures. Si l'on en croit la rumeur publique. Pas trop cher tout de même, les couronnes. Elle n'a pas payé sa leçon. Ne vous inquiétez pas. Vous couperez là au moins avec la descente. Et puis on va l'emporter. On risque de se faire pincer, vous pensez. Avec 40 cercueils, les gens seront étonnés. Et si on nous demande ce qu'il y a dedans? Ne vous faites pas tant de soucis. On dirait qu'ils sont vides. D'ailleurs, les gens ne demanderont rien. Ils sont habitués. Même. Tenez, si vous avez peur, mettez ceci. Vous n'aurez plus rien à craindre. C'est politique. Merci bien. Avec ça, je suis tranquille. Vous êtes vraiment une brave fille, Marie. Tout à fait dévouée. Ça va. Allez-y, monsieur. Oui. Ça y est? Oui, oui, allons-y. Attention, ne lui faites pas de mal. Tout de suite, j'arrive! Elle est bien pressée, celle-là. Patience!